Nous en avons presque terminé maintenant avec notre étude du principe de superposition. Comme on l'a déjà dit, on a déjà fait le plus dur, mais il nous reste quand même deux petits détails à éclaircir. Alors bien sûr, si vous nous avez suivis depuis le début, vous avez bien compris que quand je dis petits détails, je ne veux pas dire qu'il serait facile de les maîtriser entièrement. Non, ce que je veux dire, beaucoup plus modestement, c'est que pour ce qui nous concerne, dans notre démarche d'amateur, nous en savons maintenant assez pour qu'il nous soit relativement facile de comprendre dans les grandes lignes de quoi il s'agit. C'est beaucoup plus modeste, mais voilà, c'est ça notre objectif. Alors voici le premier de ces petits détails. On parlait dans la définition d'espace de Hilbert. Qu'est-ce que ça signifie, un espace de Hilbert? Et voici le second petit détail. Dès qu'on parle de mécanique quantique, on entend parler de fonction d'onde. Alors, qu'est-ce que c'est une fonction d'onde et est-ce que ça a un rapport avec le principe de superposition? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Jusqu'à présent, et à une toute petite exception près, on n'avait étudié que des systèmes à deux états. En voici encore un autre exemple. Il est à peine différent de ceux qu'on a déjà vus jusqu'ici. On va imaginer une particule, ça pourrait être un électron ou même un ensemble de particules comme un atome, qui se déplace vers notre droite le long d'un axe comme c'est le cas ici. Évidemment, tant qu'il n'y a aucun moyen de savoir à quel endroit se trouve la particule, ça n'a aucun sens de parler de sa position. La mécanique quantique a totalement révolutionné le concept de trajectoire, comme on l'avait vu dans cette vidéo. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est de placer des détecteurs le long de la trajectoire. Alors pour commencer, on va en placer deux, comme ici. À un certain moment, il y a une chance sur deux que notre particule soit dans la boîte ou le détecteur de gauche et une chance sur deux pour qu'elle soit dans la boîte de droite. C'est ce qu'on a représenté ici. Les deux amplitudes de probabilité, qu'on a représentées ici par des flèches comme d'habitude, ont bien la même longueur. Cette longueur vaut racine de 1,5, de telle sorte que leur carré vaut 1,5, ce qui correspond bien à une chance sur deux d'observer la particule dans chacune des boîtes. On avait étudié ça en détail dans la vidéo précédente. Mais bien sûr, il n'y a aucune raison pour que la phase des amplitudes de probabilité soit la même. Nous verrons même un peu plus tard qu'il y a de très très fortes raisons de penser qu'en général, elle ne sera pas la même, et c'est le cas ici. L'angle, la phase de l'amplitude de gauche, est de 0 si on mesure les angles à partir de la droite. Et elle vaut 2 radians, soit environ 120 degrés, pour l'amplitude de droite. Alors, combien est-ce qu'il nous faut de nombres réels pour représenter géométriquement maintenant un tel état? La réponse, c'est 4. 1 pour le module et un nombre pour la phase, et cela pour chacune des deux amplitudes. Comme on a deux nombres complexes, il nous faut bien 4 nombres réels en tout. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, en ramenant la phase d'un des nombres complexes à 0, on peut gagner un paramètre. On n'a plus alors que 3 paramètres à représenter, ce qui nous permet de représenter le vecteur d'état dans un espace à 3 dimensions comme notre espace ordinaire et comme on l'avait fait ici. Perfectionnons maintenant un petit peu notre système en plaçant 3 détecteurs le long de l'axe. La formule qui y correspond est désormais celle-ci. Le carré des modules nous donne les probabilités suivantes. 25% de chance de trouver la particule dans la boîte de gauche, 50% de chance de la trouver dans la boîte du milieu, et 25% de chance, une chance sur 4, de la trouver dans la boîte de droite. Est-ce que je pourrais encore représenter ce vecteur d'état en 3 dimensions? Évidemment non.
J'ai désormais 3 paramètres complexes, ça veut dire 6 paramètres réels. Même si j'en supprime un, il me faudrait encore un espace à 5 dimensions pour dessiner le vecteur d'état, ce qui n'est pas possible. Je suis donc désormais contraint de représenter chaque amplitude de probabilité séparément, comme ici, dans chacune des boîtes, mais je ne peux plus représenter le vecteur d'état en entier. Mais pour les calculs, ça ne change pas grand-chose. L'avantage des formules sur les représentations graphiques, c'est qu'on peut continuer les calculs de la même manière qu'avant, même dans un espace mathématique à 6 dimensions comme celui-ci. Continuons la même démarche en plaçant maintenant 8 détecteurs le long de la trajectoire. Notre formule mathématique s'écrit maintenant comme ceci. J'ai numéroté les boîtes de B1 à B8 et j'ai écrit le vecteur d'état comme d'habitude. Pour chaque état possible, autrement dit pour chaque boîte où la particule peut se trouver, il y a une certaine amplitude de probabilité qu'elle s'y trouve. Je n'ai pas donné ici les détails numériques de ces amplitudes de probabilité pour ne pas trop alourdir la formule. J'ai préféré les numéroter elles aussi, ces amplitudes, de alpha 1 pour l'amplitude de probabilité de trouver la particule dans la boîte B1, jusqu'à alpha 8 pour l'amplitude de probabilité qu'elle se trouve dans la boîte numéro B8. Dans le cas particulier, par exemple, de la boîte numéro 4, l'amplitude de probabilité, alpha 4, vaut 0,5, avec une phase de 4 radians, et le carré de cette amplitude nous donne une probabilité de 0,25, soit une chance sur 4, de trouver la particule dans cette boîte, dans ce détecteur particulier. Notre vecteur d'état psi évolue donc désormais dans un espace complexe. Rapidement, on appelle ça aussi un espace hermitien. Un espace à 8 dimensions qui est analogue à un espace euclidien, c'est-à-dire s'il n'y avait que des nombres réels, à 16 dimensions. Il n'est évidemment plus question de le représenter par une flèche dans notre espace habituel, qui n'a lui que 3 dimensions. Mais pour les calculs, comme d'habitude, ça ne change pas grand-chose. On calcule toujours les probabilités de la même manière. Nous allons maintenant apprendre un symbole mathématique qui nous sera utile plus tard. C'est une manière plus simple d'écrire des équations comme celle-ci. Le vecteur psi est la somme de ces 8 termes qui se ressemblent beaucoup. Alors on va les mettre dans une variable pour les nommer, et on appellera i le numéro des boîtes. On peut désormais écrire notre vecteur d'état de cette manière, beaucoup plus courte, en utilisant la lettre grecque sigma, qui signifie la somme d'une série d'éléments. Notre vecteur d'état psi est bien la somme de tous les éléments alpha, i, b, i, en remplaçant à chaque fois la variable i par sa valeur, en commençant par 1, et en continuant comme ça jusqu'à 8. Ces deux formules signifient donc exactement la même chose, mais celle du bas est beaucoup plus pratique quand notre vecteur d'état a beaucoup de composantes. On peut même aller encore un petit peu plus loin, puisque dans ce cas particulier, on est allé de 1 à 8, autrement dit, on a bien pris toutes les composantes possibles, et donc on peut écrire la formule de cette manière, qui signifie implicitement qu'on a pris tous les i possibles. Alors livrons-nous maintenant à une expérience de pensée. Est-ce qu'on pourrait encore faire des calculs de ce genre si on prenait en compte absolument toutes les positions possibles pour notre particule avec une précision aussi grande qu'on veut? Ça impliquerait une difficulté supplémentaire, car il nous faudrait non plus 8, mais une infinité de détecteurs. Et on se retrouverait du même coup avec un vecteur d'état qui n'aurait plus 2, ni 8, mais une infinité de dimensions.
une dimension pour chaque position possible. Alors, est-ce qu'on peut généraliser notre méthode jusqu'à une infinité de dimensions possibles? La réponse est oui, mais un traitement mathématique rigoureux de cette question nécessiterait plus de temps que ce qu'on a ici. Disons simplement qu'un tel espace, qui généralise le concept d'espace euclidien en acceptant les nombres complexes, et qui devient donc un espace hermitien, mais qui en plus accepte aussi un nombre infini de dimensions, ça s'appelle, vous l'avez peut-être deviné, un espace de Hilbert. Alors, comme d'habitude, mathématiquement, si on veut une définition très rigoureuse des espaces de Hilbert, il faudrait encore rajouter pas mal de choses, mais on a l'idée principale. Et voilà pourquoi les espaces de Hilbert sont les espaces les plus généraux dans lesquels évoluent nos vecteurs d'état. Ils peuvent avoir une infinité de dimensions, et pour chaque composante du vecteur, on peut avoir un coefficient complexe. Reprenons maintenant la situation de tout à l'heure avec nos 8 boîtes. Et effaçons l'image des boîtes pour mieux voir les amplitudes de probabilité. On s'aperçoit que leur longueur augmente vers le milieu du segment, et que leur phase, leur angle, augmente de manière régulière en tournant le long de ce même segment. Ça se voit encore peut-être un peu mieux dans cette petite animation. Comment représenter maintenant la situation dans laquelle nous aurions une infinité de boîtes, toutes infiniment étroites? Je vais emprunter la réponse à cette vidéo que je trouve tout à fait remarquable et dont vous trouverez les références ci-dessous dans la description de la présente vidéo. Quand vous la visionnerez, cette autre vidéo, ne manquez pas d'activer les sous-titres et de sélectionner les sous-titres en français. En effet, je l'ai trouvée tellement bien faite que j'ai proposé les sous-titres en français et je crois qu'ils sont pas trop mauvais. Comme vous le voyez, on a remplacé une infinité de petites flèches par une seule ligne bleue qui relie le sommet de toutes les petites flèches possibles. À cet endroit, l'amplitude de probabilité est au maximum. C'est dans cette zone qu'on a le plus de chances de trouver la particule. Et la phase de cette amplitude en jaune est de 90 degrés environ. À cet endroit maintenant, l'amplitude de probabilité en jaune est moins grande. On a moins de chances de trouver la particule dans cette zone. Et la phase est de 300 degrés environ. La formule mathématique qui permet de tracer la courbe bleue est une fonction. Elle a certaines propriétés mathématiques qui font qu'on l'appelle une fonction d'onde. Vous en apprendrez beaucoup plus sur les fonctions d'onde quantiques en visionnant cette vidéo réalisée par Udiprod. Un peu plus loin dans leur vidéo, vous découvrirez comme ici 3 autres fonctions d'onde qui ressemblent beaucoup à la première. Les amplitudes de probabilité ont les mêmes longueurs dans les 4 cas, enfin elles se répartissent de la même manière, ce qui signifie que la répartition des probabilités est aussi la même. Mais c'est les phases qui tournent de manière différente. La phase, regardez bien, tourne plus vite dans le deuxième cas. Elle tourne en sens inverse dans le troisième cas. Et elle est la même à tous les endroits, elle ne tourne plus du tout dans le dernier cas. Ceci a une conséquence physique importante que vous découvrirez en consultant leurs vidéos, mais en ce qui nous concerne, on n'étudiera ça que beaucoup plus tard. Alors, dans une telle situation, comment calculer la probabilité de trouver la particule dans un segment donné le long de l'axe? Eh bien, il nous faut calculer un volume, comme ici. Et la formule pour faire ce calcul ressemble à quelque chose comme ceci. Si vous connaissez déjà ces choses-là, vous savez qu'on appelle ça une intégrale.
Dans le cas contraire, ça n'est pas très important. Tout ce que nous avons besoin de comprendre en ce qui nous concerne, c'est que cette formule signifie qu'on a ajouté toutes les petites probabilités en chaque endroit. Autrement dit, qu'on est parti de l'emplacement numéro 3, qu'on est allé jusqu'à l'emplacement numéro 5, en additionnant tout le long les probabilités, c'est-à-dire le carré des amplitudes, tout le long de cet axe qu'on a appelé x. Et le résultat est de 35%. On a donc 35 chances sur 100 de trouver la particule entre la position numéro 3 et la position numéro 5. Un petit mot de vocabulaire pour compléter. Nous n'en aurons pas besoin dans notre parcours d'amateur, mais il s'agit d'une expression que vous pourriez rencontrer assez souvent si vous poursuivez vos lectures sur le sujet. Alors autant savoir en gros de quoi il s'agit afin que ça ne soit pas un obstacle dans les découvertes futures. Pour calculer ce volume, qui vaut donc 35% du total, on a calculé ce qu'on appelle l'intégrale, autrement dit la somme continue de petites tranches infiniment petites symbolisées par ce signe. Et ce qu'on a additionné dans cette somme infinie, ça n'est pas directement la valeur de la fonction à chaque endroit, mais la valeur du carré de cette fonction. Comme l'aurait dit monsieur de la Palisse, on ne peut le faire que si c'est possible de le faire. Avec des fonctions normales, bien élevées, qui se comportent normalement, c'est presque toujours possible. Mais il peut arriver que ça ne le soit pas, notamment avec des fonctions bizarres, comme les mathématiciens peuvent parfois en inventer, ou encore avec des fonctions qui divergent vers l'infini. Les fonctions qui permettent de faire ce genre de calcul ont un nom, on les appelle tout simplement des fonctions de carré sommable. Et ça veut dire tout simplement qu'il est possible de faire la somme de leurs carrés. C'est vraiment pas difficile à comprendre. Comme d'habitude, on ne va pas se croire plus fort qu'on l'est. Approfondir ce sujet de manière rigoureuse mathématiquement, ça peut être très compliqué. Mais l'idée générale n'est vraiment pas très difficile à comprendre. Arrivé à ce stade, vous vous dites peut-être que quelque chose ne colle plus du tout. Nous avons dit depuis le début de notre étude du principe de superposition que les états quantiques étaient représentés par des vecteurs d'états dans l'espace de Hilbert. Et pour finir, on les représente par des fonctions. Alors, est-ce que les fonctions pourraient être considérées comme des vecteurs? Eh bien, la réponse est oui. Il suffit pour cela de généraliser un peu notre définition des vecteurs. Les mathématiciens adorent ça, de généraliser leur concept. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Parce qu'il se trouve qu'ils ont fini par appeler les vecteurs non seulement les flèches dans l'espace ordinaire à 3 dimensions, mais aussi les flèches dans un espace à 8 dimensions complexes, et aussi les flèches dans l'espace de Hilbert, qui a une infinité de dimensions complexes, et aussi les fonctions. Alors, pourquoi aussi les fonctions? Eh bien, tout simplement parce qu'elles se comportent mathématiquement de la même manière que les flèches. En effet, on peut ajouter des vecteurs, et on peut ajouter des fonctions de la même manière. Si on multiplie un vecteur par un nombre, ça donne encore un autre vecteur. Eh bien, c'est pareil, si on multiplie une fonction par un nombre, ça donne une autre fonction. Et au final, si on regarde dans tous les détails, les fonctions ont toutes les bonnes propriétés qu'on attend des vecteurs bien élevés. On peut donc les considérer comme des vecteurs. Et nous voici arrivés à la fin de notre étude du principe de superposition. L'état d'un système est entièrement défini à chaque instant t par un vecteur psi d'un espace de Hilbert. Bon, d'accord, ça nous aura quand même pris 6 épisodes et presque 2 heures de vidéo pour en venir à bout, mais on y est arrivé. Ça signifie pas qu'on serait devenus des ingénieurs capables de faire tous les calculs dans toutes les situations, bien sûr, mais normalement on devrait bien comprendre maintenant ce que signifie ce principe. Et nous pouvons passer à la suite des postulats de la mécanique quantique.
Notre prochaine vidéo abordera le concept d'observable. J'espère pouvoir livrer cette vidéo d'ici un mois ou deux. Il va me falloir un petit peu de temps. Alors, à bientôt.